Midi sur votre chaîne de prédilection, la 22. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue dans l'invité du midi, votre émission de commentaires sur l'actualité. Déposée au Parlement avec plus de 2 mois de retard, soit le 11 décembre dernier, la loi de finances 2018-2019 est de l'ordre de 172,8 milliards de gourdes. On se pose la question, est-ce qu'elle est porteuse de bonnes nouvelles pour la population haïtienne dont la grande majorité se questionne au quotidien sur où trouver à manger? Au regard des différentes composantes de ce projet de budget, les gouvernants, les autorités de l'État se proposent-ils d'être pour une fois rationnels et sérieux en matière de collecte, de dépenses, de gestion et d'investissement? Deviendrons-nous plus pauvres? Par ailleurs, en 2019, notre économie sera-t-elle plus compétitive? On va poser la question, mesdames, messieurs, au coordonnateur de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, professeur d'économie et de planification sociale à l'Université d'État d'Haïti, Camille Chalmers. Bon midi et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, c'est un plaisir de répondre à votre invitation. Professeur, c'est pour nous un plaisir de vous recevoir. Vous avez tellement de conférences, d'interviews, de textes à votre actif. Vous critiquez toujours, vous proposez aussi un développement alternatif, un nouveau modèle, si vous voulez, d'économie. Mais j'ai envie de vous poser la question pour commencer. J'ai l'impression que vous n'avez jamais été écouté. Est-ce le cas? On ne peut pas le dire parce qu'en fait, quand on parle, quand on s'exprime dans une société, il y a plusieurs publics. Il y a les autorités qui prennent des décisions. Il y a aussi la population, il y a les organisations. Et nous pensons que des différentes années de travail que nous avons fournies a beaucoup influencé la vision des choses, a beaucoup influencé la manière de considérer l'économie, a beaucoup influencé la position très partagée aujourd'hui que la globalisation néolibérale n'apporte pas véritablement la prospérité et le développement économique. Donc je pense qu'on a eu un impact important. Et à plusieurs moments, on a eu aussi un impact sur les autorités. Par exemple, si nous prenons le dossier des accords de partenariat économique, on a mené un plaidoyer de 2 ans contre l'adoption de l'accord de partenariat économique. Et jusqu'à présent, cet accord n'est pas ratifié par le Parlement. Donc je pense que nos arguments ont éclairé la question et ont montré en fait les dangers que cet accord représentait pour l'économie haïtienne, dans la mesure où la signature de cet accord allait nous priver de toute possibilité de renforcement de certaines filières industrielles. Absolument. Donc, je suis donc heureux de vous avoir. Comme ça, le plaidoyer, l'analyse que vous allez faire aura tout son sens après cette émission. Alors, je l'espère. On va parler de budget, professeur Chalmers. Et je passe la phase de vous présenter véritablement. Donc, on ne va pas représenter Camille Chalmers, mais vous avez été consulté pour ce budget, par exemple, puisque vous êtes un acteur non seulement politique, mais vous parlez d'économie et tout le temps vous critiquez, vous proposez des choses. Je ne sais pas s'il est d'une habitude de la part de ceux qui dirigent l'État de vous consulter quand il s'agit de proposer une loi de finances, un projet de budget. Pour celui-là, est-ce que vous avez été quelque part consulté? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, on doit dire que la question de la consultation ne rentre pas dans la culture administrative de l'État haïtien. C'est un État plutôt qui fonctionne de façon verticale, plutôt de façon autoritaire, et qui n'écoute que dans la mesure où il y a des problèmes, dans la mesure où on manifeste, dans la mesure où la société ne peut pas fonctionner. À ce moment-là, ils sont obligés d'écouter, mais il n'y a pas cette culture de dialogue. Et très souvent, et ce qu'on constate, c'est que par exemple, nous avons mené un grand plaidoyer sur la question de la dette. Et en fait, on nous a écoutés à partir du moment où il y a eu des mobilisations, à partir du moment où il y a des problèmes. Mais il n'y a aucun mécanisme institutionnel formalisé qui permet de recueillir les opinions de la population et d'en tenir compte au niveau des processus de décision. D'ailleurs, c'est l'une des choses que nous dénonçons au niveau du budget. Le budget est fabriqué en ignorant complètement l'esprit et la lettre de la Constitution de 87. On va voir tout cela avec vous. Permettez-moi d'évoquer quelques chiffres. Le budget de 2018-2019 est de l'ordre de 172,8 milliards de gourdes, je l'ai évoqué, 114,3 milliards de ressources domestiques, 30 milliards de gourdes de dons, 4 milliards d'appui budgétaire. Le gouvernement prévoit 35,5 milliards de gourdes en recettes douanières, 26 milliards d'impôts directs, 70 milliards d'impôts indirects, j'espère être juste dans mes chiffres.
je m'arrête à ces chiffres-là, mais pour vous demander, juste par rapport à ces chiffres-là, est-ce qu'on est dans un renouveau, un virage par rapport au contexte? Quel est votre point de vue par rapport à ce budget au regard seulement de ces chiffres? Bon, et c'est un budget qui rentre totalement dans la continuité des choix qui ont caractérisé les politiques économiques de l'État haïtien au cours de ces dernières années. Et ce sont des choix qui reproduisent en fait l'aveuglement des autorités par rapport aux réalités nationales. Et non seulement les allocations qui sont faites ne tiennent pas compte de la réalité nationale. Par exemple, on peut prendre la question de l'agriculture. 6% pour l'agriculture, c'est absolument inacceptable dans un pays où nous avons 50% de la population qui travaille la terre et qui fournit jusqu'à présent 22 à 23% du PIB. Donc, il y a un grand déséquilibre entre ce que demande le pays, entre ce que c'est que la réalité nationale et les choix qui sont faits. Et on peut dire que c'est un budget, par exemple, qui est complètement aveugle par rapport à ce que vit la population au quotidien. Si nous prenons l'impact, par exemple, du séisme du 12 janvier 2010, et où, à Port-au-Prince seulement, on a perdu 285 000 édifices, dans le budget, il n'y a aucune priorité qui est donnée à la construction de logements sociaux. Donc nous avons un déficit énorme qui existait déjà au préalable, avant même le séisme. Le séisme a aggravé le déficit de logement. Et aujourd'hui, on n'a aucune priorité au niveau de la construction de logements sociaux. Il en est de même, par exemple, si nous regardons les conséquences dramatiques du cyclone Mathieu. Il n'y a aucune priorité qui est accordée à la région de la Grande-Anse et du Sud qui ont été très sévèrement frappées au niveau de ce cyclone. Donc il y a toujours un hiatus, une distance énorme entre ce que vit la population, ce que demande la population, ce que demande le pays et l'économie, et ces choix qui sont très souvent faits à partir d'autres critères et sans justement un dialogue réel avec la population. On va regarder tout ça par rapport aux 4 pans principaux du budget, mais d'abord par rapport au chiffre 172,8 milliards de gourdes. Par rapport au dollar, il faut faire le lien. Cela représente très peu d'argent. Tout à fait, très peu d'argent. Et donc il y a une évolution de 18% par rapport au budget précédent. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est très en deçà des besoins prioritaires du pays. Et surtout quand on pense qu'en fait, d'après plusieurs économistes, et je partage leur avis, il y a un potentiel de perception beaucoup plus important que nous avons estimé autour de 200 milliards. Ça veut dire que l'État haïtien est capable d'arriver à percevoir 200 milliards, mais il faut que... Il n'y a qu'en ressources domestiques. En ressources domestiques, mais aussi au niveau des entreprises, parce que si vous regardez la distribution des recettes, la contribution des entreprises publiques est tout à fait marginale et ridicule. Quand on regarde des entreprises aussi importantes que la AN, des entreprises aussi importantes que l'OAVCT, etc., les actions que l'État possède au niveau de la NATCOM, et on regarde ce qui est contribué par ces entreprises au niveau du Trésor public, c'est absolument ridicule. Donc, près de la moitié d'1 milliard de gourdes. Oui, c'est ça. Donc, il faudrait vraiment une stratégie de perception qui soit différente. En fait, c'est un budget qui devrait rentrer dans un processus de reconceptualisation totale. Non seulement la question de la perception, donc les recettes, mais aussi la question de l'utilisation et de la ventilation de ce budget. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être repensé totalement. Et c'est pour cela que je voulais commencer aussi, avant d'analyser les chiffres, je voulais commencer à regarder l'écosystème de production de ce budget. Parce qu'en fait, la première chose, c'est que c'est un budget qui est pensé au niveau central. C'est un budget qui est pensé au niveau de l'État central. Donc, les ministères produisent leur budget. Il y a une synthèse qui est faite au niveau du ministère de la Planification et de la Primature et c'est présenté au Parlement. En fait, ce processus, c'est un processus qui correspond au fonctionnement de l'État haïtien avant la Constitution de 87. La Constitution de 87, par exemple, introduit ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Donc, les collectivités territoriales devraient être un sujet de ce budget, alors qu'aujourd'hui, ils ne sont qu'un objet de ce budget.
Et vous avez vu ce qui s'est passé avec le ministre Aviol Florent, à tous les conflits qu'il y avait de l'utilisation des fonds qui devraient être destinés aux collectivités territoriales et qui étaient utilisés par le ministère directement. Un faux conflit, donc, si je vous comprends bien, puisque dès l'élaboration du budget, on devait considérer la part réservée aux collectivités. Une ligne budgétaire, collectivité territoriale, comme un des acteurs centraux de l'action gouvernementale et de l'action étatique. Donc, et ceci devrait aussi nous permettre d'introduire une rupture par rapport à la pratique de concentration de pouvoir de l'État haïtien, parce que normalement, un budget ne s'élabore pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Ça veut dire qu'il faut, au niveau de chaque section communale, avoir des débats, avoir une réflexion, avoir une évaluation qui permettent d'identifier quels sont les besoins prioritaires de chaque section communale, et ceci remonte au niveau des mairies, et ceci remonte au niveau de l'administration centrale. Et évidemment, il y a un arbitrage qui devrait être fait au niveau de l'administration centrale, mais cet arbitrage devrait être fait à partir des informations qui remontent au niveau de la base. Donc, on aboutit à un budget qui, en fait, est tout à fait à côté de ce que vit le pays au quotidien, des besoins réels de la communauté au niveau des sections communales, et un budget qui, évidemment, ne peut pas contribuer au développement économique et social. Par rapport à ce schéma, là que vous négligez l'administration locale dans l'élaboration budgétaire, dans la ventilation budgétaire, et c'est pour un choix tout fait de non seulement pas bailler service véritablement parce que pas privé son monde qui a vraiment besoin de et puis en termes de développement économique où tout dit mais qui doivent y aller. Naturellement, quand les collectivités ne sont pas considérées, on ne peut pas parler de développement. Tout à fait, parce que vous avez des décisions qui se prennent au niveau central, donc on tient compte des besoins de chaque ministère et qui très souvent dépensent des crédits budgétaires beaucoup plus importants que les besoins des collectivités de base aussi. Donc il y a une espèce de tension, n'est-ce pas, dans le processus même de fabrication du budget. Donc ceci, le processus de fabrication du budget devrait être complètement repensé et on devrait avoir tout un processus d'élaboration. Ça prend du temps, bien sûr. Ça demande toute une méthode. Bon, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites en Amérique latine, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du budget participatif de Porto Alegre, qui est un grand succès. Hein? C'est un budget qui a été élaboré avec des débats, avec plus de 100 000 personnes. Au Brésil. Au Brésil, mais dans la mesure où ces débats sont informés avec des outils scientifiques, avec des rapports qui sont fournis par les techniciens et les experts. Donc, un budget est élaboré dans un dialogue entre les besoins exprimés par la population et les outils scientifiques de la planification budgétaire. Parce qu'un budget, c'est un instrument de prévision. Et je dois anticiper par rapport à ce qui va arriver. C'est un budget de planification qui me permet de maîtriser l'avenir. Parce qu'à partir de cette prévision qui est faite scientifiquement, je mets en place un processus de planification qui me permet d'aller exactement vers les objectifs désirés. Mais c'est aussi un instrument de contrôle. Hein, parce que quand je dis que je vais dépenser 10 gold pour telle rubrique, 2 ans après, on pourra me demander qu'est-ce que vous avez fait. Donc, c'est un instrument de reddition de comptes. C'est un instrument qui permet d'assurer beaucoup plus de transparence au niveau de l'utilisation des fonds publics. Mais c'est aussi un instrument de développement économique et social. Donc, le budget ne devrait pas être pensé simplement au niveau du fonctionnement, hein, d'assurer le fonctionnement, donc de reproduire le statu quo, n'est-ce pas? Mais ça devrait être un budget qui dynamise les processus de développement économique et social à travers des investissements. Et c'est aussi un budget, c'est un instrument de redistribution, de réallocation, où on voit par exemple, si vous avez une masse de gens qui ne sont pas capables d'aller à l'école, ceci aura un impact global sur le pays. Il faut trouver des fonds pour qu'on ait effectivement un accès universel aux services éducatifs. Réponse aux besoins, comme vous l'avez dit. Ça, mais universel, parce que quand vous marginalisez 10, 15, 20% de la population qui n'a pas accès aux services d'éducation, ceci a un impact global, non seulement sur les individus qui n'arrivent pas à développer leur potentiel, mais sur le pays également. Parce que si vous avez 20% de la population qui n'arrive pas, par exemple, à bénéficier des soins de santé élémentaires, vous avez toute une succession de problèmes au niveau des maladies, au niveau de la capacité même des individus à porter leurs projets, à porter les projets collectifs, et ceci a un impact global totalement négatif. Donc en fait, un budget, c'est un instrument extrêmement important. Et je dois dire aussi que le budget devrait être l'expression de la vision globale. Parce qu'il y a un problème au niveau de ce budget. Avant, on avait essayé de rattacher ce budget aux différentes refondations. Aux fondations économiques, aux fondations sociales, aux fondations institutionnelles et aux fondations territoriales. Mais il faudrait aussi qu'on dise, dans l'utilisation des fonds publics
au cours des dernières années, quel a été l'impact sur cette vision de refondation. Hein? Parce qu'un budget, c'est un instrument pluriannuel. Hein? Et donc, vous ne pouvez pas décider de budget si vous ne savez pas quelle a été l'utilisation des fonds l'année précédente, 2 ans avant, 5 ans avant. Parce que la plupart des projets qui ont un impact réel sur la société, ce sont des projets de 5 ans, de 10 ans. Donc, si vous jugez seulement sur ce budget, vous ratez en fait l'essentiel, qui est la continuité des investissements, n'est-ce pas? Et prendre des décisions par rapport à ce qui est arrivé l'année dernière. Par exemple, est-ce qu'il y a eu gaspillage? Est-ce qu'il y a eu duplication? Est-ce qu'il y a eu sous-utilisation? Par exemple, il y a une étude qui a été faite sur le plateau central qui montrait qu'avec les fonds disponibles au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'était possible d'assurer un accès universel à l'éducation. Alors qu'en fait, au plateau central, il y a un déficit très important. Mais l'utilisation des ressources, justement, permet de faire des réaménagements. Et le budget, c'est un budget de rationalisation des choix. Parce qu'à partir de ce qui est, même au niveau personnel, si vous notez ce que vous avez dépensé le mois dernier et que vous voyez que vous avez dépassé la quantité de bière que vous buvez chaque mois, ça vous permet de faire une redistribution. C'est un bon exemple. À partir des priorités réelles. Absolument. Donc, comment, par exemple, un foyer dépenserait, par exemple, plus d'argent au niveau de la consommation d'alcool par rapport à l'éducation, par exemple. Vous voyez? Donc, ça vous permet de faire, effectivement, une évaluation sur une évaluation et ce qu'on a appelé, donc il y avait toute une école en matière de planification qu'on appelait dans les années 70, c'est la rationalisation des choix budgétaires. Okay? Donc, c'est un instrument extrêmement important. Et en fait, l'un des grands problèmes, c'est que les décisions qui sont prises au niveau du Parlement sont prises souvent en l'absence de documents sur l'utilisation qui a été faite des fonds publics l'année précédente. Parce que très souvent, la Cour des comptes a 2 ans, 3 ans de retard. Mais cette absence de planification, professeur Chalmers, sur le long terme, et que vous essayez de nous proposer au pays, elle n'est pas l'expression de l'absence de vision pour fermer cette fenêtre? Tout à fait. Bon, alors, disons que cette absence de vision, bon, je ne sais pas s'il y a une absence de vision, mais en fait, il y a un problème en termes de vision, parce qu'en fait, le budget traduit une vision. Mais très souvent, il y a beaucoup d'incohérences. Par exemple, comme je l'ai signalé auparavant, dans ce budget, on ne parle même pas des refondations. Alors que le guide global de l'action étatique en Haïti, c'est le fameux PSDH, qui est articulé autour des 4 refondations. Et si vous lisez, parce que quand vous lisez... Alors ça, c'est la vision qui a été définie. C'est ça, mais... Et donc, on ne tient pas compte de ça. On ne tient pas compte de ça. Et il y a une incohérence totale. Par exemple, si vous regardez la déclaration de politique générale du Premier ministre, et vous essayez de voir quelle est la cohérence entre la déclaration de politique générale et le budget qui est proposé, très souvent, il n'y a aucun rapport. Et on avait fait cet exercice avec la déclaration du Premier ministre Lafontaine. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient présentés comme prioritaires au niveau de la déclaration de politique générale qui n'apparaissaient même pas. C'était un discours pour un moment politique déterminé. Donc il faut une vision globale non? Et il faut s'assurer que les dépenses, les investissements correspondent à cette vision globale. Et ce n'est pas le cas. Par exemple, je ne sais pas si vous avez pris la peine de lire les objectifs qui sont précisés pour chaque ministère et chaque institution. Très souvent, ce sont des objectifs très flous, hein? Qui ne permettent pas vraiment qui ne pourront pas être mesurés. Donc, il n'y aura pas d'indicateur de performance. Les objectifs sont définis de telle façon que même à la fin de l'exercice, on ne pourra pas dire s'ils ont été atteints ou pas. Absolument. Très souvent, ce sont des objectifs qui ressemblent à des déclarations de mission. Alors qu'en fait, on a une déclaration de mission. Les objectifs globaux, il n'y a pas de spécificité. C'est ça, donc il y a une déclaration de mission, mais on devrait avoir des objectifs précis et avoir des instruments de mesure qui me permettent de savoir, pour l'exercice 2018-2019, est-ce que j'ai atteint 50%, est-ce que j'ai atteint 30%, ou bien est-ce que je n'ai pas atteint du tout cet objectif. Une autre petite question avant d'entrer véritablement dans les chiffres. Ce retard de 2 mois, parce que l'année fiscale 2017-2018 se termine en septembre, et au dernier jour du mois de septembre. Du 1er octobre à aujourd'hui, on devait être dans l'exercice ou dans l'application de cette nouvelle loi de finances. Ce retard, c'est quoi ses conséquences véritables sur la marge de l'économie? Bon, là, vous avez une espèce de cacophonie. Vous avez 4 documents budgétaires et vous avez des retards qui créent beaucoup d'incertitudes parce que les acteurs économiques ne savent pas, quels sont les volumes qui seront disponibles, quels seront les investissements, à quel moment. Donc ça crée beaucoup d'incertitudes et ce sont des incertitudes qui sont très souvent
négative dans la mesure où justement les acteurs doivent prendre des décisions au jour le jour, souvent. Et ce sont des décisions que si on ne sait pas ce que l'État va faire, on ne sait pas quel est le contexte économique précis que l'on aura, cela a des conséquences économiques tout à fait négatives sur les principaux acteurs économiques et leurs décisions. D'accord. Mais je vous dispense d'évoquer les chiffres. Je vais le faire à votre place et vous produisez l'analyse et la compréhension autour des chiffres. Là, on a parlé de budget, véritable. De vous dire budget, tout le monde, ouais, comme vous dépensez. Premier bagage qui vient dans la tête au monde, de vous dire budget, c'est comme qui va le dépenser en premier lieu. Maintenant, dans le cadre budget 2017-2018, là, qui est de l'ordre de 172,8 milliards de gourdes, gagné, on parlait de dépenses courantes qui est de l'ordre de 90,93 milliards de gourdes. On peut considérer par exemple salaire et traitement qui est augmenté à 47 milliards, biens et services qui 29 milliards à peu près, et même bagaille pour le budget précédent, transfert et subvention 10 milliards de gourdes, dépenses d'investissement de l'ordre de 81 milliards de gourdes. Il y a un économiste que je m'entendais sur question budget qui parlait de dépenses et qui dit encore une fois nous dépensons trop. Nous dépensons trop. Mais les gens qui élaborent le budget parlent même de meilleure élaboration, meilleure répartition, notamment pour des secteurs dans le sport, pour des domaines sociaux, dont l'éducation et la santé. Par exemple, l'éducation, les 19,9 milliards, budget pour l'éducation, santé à 12,1 milliards. Dans la logique de dépense, là, on dépense toujours trop, selon vous? Non, non, pas du tout. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que l'État ne dépense pas assez. Maintenant, l'État dépense mal, c'est autre chose. Donc, il faut voir la qualité de la dépense et quelles sont les dépenses qui sont faites. Et dépenser trop par rapport aux moyens disponibles. Et alors ça, c'est une autre question, parce qu'en fait, les prévisions qui sont faites au niveau des recettes ne sont pas réalistes. Parce que quand on parle, par exemple, d'une augmentation importante au niveau de la perception douanière. On va y arriver. Donc, très certainement, on ne va pas arriver à percevoir tout ce qui est prévu. Mais en fait, les dépenses doivent correspondre aux besoins. Par exemple, si vous voulez effectivement assurer une couverture éducative universelle, il faut absolument avoir 15% de professeurs en plus. Donc en fait, dire que l'État dépense trop, ce n'est pas vrai. Moi, je pense qu'au contraire, il faut regarder les besoins, il faut regarder la situation et quels sont les objectifs. Okay? Et ce sont des objectifs à moyen, long terme et court terme. Donc, dans ce sens-là, il faut calibrer les dépenses à partir des recettes, à partir des ressources, mais également à partir de ce qu'on a comme cadre global de planification économique et sociale. Donc, nous avons un État qui dépense finalement très peu et qui ne dépense pas en fonction des priorités du développement économique et social et en fonction des besoins de la population. Par exemple, vous avez aujourd'hui un drame au niveau de Port-au-Prince, au niveau des logements. Les logements décents sont très peu accessibles. Sur les 3 millions de gens qui vivent à Port-au-Prince, vous avez peut-être 2,5 millions qui vivent dans des conditions inacceptables. Et ça, c'est quelque chose que l'État doit prioriser. Logements sociaux. Absolument. Mais là, il y a pour éviter aussi la bidonvillisation. Si vous voyez le budget qui est prévu pour le PPLS, par exemple, c'est quelque chose d'absolument ridicule, qui très souvent n'arrive même pas à couvrir les dépenses de fonctionnement. Donc, il faut voir, premièrement, le niveau des dépenses par rapport aux besoins et aux objectifs de planification, mais il faut voir aussi que il faut analyser la dépense de façon qualitative. Parce que très souvent, il y a des dépenses de fonctionnement qui sont au-dessus des dépenses d'investissement, n'est-ce pas? Et vous avez une augmentation du pourcentage de dépenses de fonctionnement par rapport à l'année dernière, ce qui est tout à fait négatif. Mais en plus, très souvent, ce qu'on présente comme dépenses d'investissement ne sont pas de réels investissements. Parce qu'il y a, par exemple, tout ce qui était allocation pour les parlementaires. On parlait de X millions pour chaque section communale, mais on sait très bien que ce ne sont pas des investissements. Parce que c'est quelque chose qui est dépensé dans une logique clientéliste. C'est pas où ça a été de faire. Et qui, évidemment, ne va avoir aucun impact réel sur la vie de la population. Donc, il faut avoir justement une vision de priorité articulée autour d'un cadre global. Si je prends, par exemple, en Haïti, aujourd'hui, on vit une crise environnementale sévère. Tout le monde le reconnaît. Comment accepter que le ministère de l'Environnement a à peine un peu plus qu'un 1% du budget national? Non. Il faut absolument investir dans ce domaine.
pourquoi le ministère de la Culture est traité comme parent pauvre, alors que l'une des forces du pays, c'est sa culture. Hein? Il faudrait des investissements qui permettent justement à nos créateurs, à nos penseurs, à nos artistes, à nos sculpteurs, à nos artisans de s'exprimer véritablement et que cette expression qui est foisonnante, parce qu'aujourd'hui en Haïti, on a une production extrêmement intéressante à ce niveau-là, mais elle est complètement ignorée et marginalisée par les ressources de l'État qui n'arrivent pas à les utiliser dans le cadre de la dynamisation du développement national. Vous avez parlé tout à l'heure de besoins, mais budget lié élaboré sur plusieurs pans, et nous allons voir tout à l'heure investissement. Donc, allouer beaucoup plus d'argent au secteur culturel, par exemple, et on a participé sur lui, l'État représentant un investissement d'ordre culturel et social qui est capable de permettre que le secteur soit développé et permettre que l'argent rentre, favoriser le tourisme, etc. Donc, est-ce que véritablement, je dis, parce que le budget 2018-2019, là, il répond à un contexte déterminé, un contexte politique et économique et social aussi. Donc, la culture peut être aujourd'hui priorisée? Devrait être priorisée. En fait, c'est l'un des problèmes que nous avons en Haïti, c'est que vous avez un État qui fonctionne et qui donne dos à la nation. Au lieu que l'État prend en compte ce que vit le pays, quelles sont les potentialités réelles, quels sont les acteurs économiques, dynamiques, etc., vous avez un État qui donne dos à la nation. Ça veut dire que les processus, par exemple, au niveau de l'agriculture, vous avez au niveau de l'économie familiale paysanne, vous avez énormément de potentiel, mais qui sont complètement ignorés par l'État. De la même façon, la culture haïtienne également a toujours été marginalisée au niveau des budgets étatiques, parce que justement, c'est un État qui est en divorce avec la nation. Rolf Trouillot l'a déjà démontré dans plusieurs études. Il y a une rupture totale, et c'est un État qui non seulement divorce de la nation, mais qui très souvent agit contre la nation. Vous voyez? Donc, dans ce cadre-là, il n'y aura pas de développement. Parce qu'on ne peut pas, effectivement, ne pas tenir compte des spécificités de notre culture, de notre histoire. Et tout ce qui doit être élaboré à partir de ces spécificités, parce que ce sont nos forces. Parce que quand on construit un budget, on doit tenir compte de quelles sont nos forces, quels sont nos potentiels. Et à partir de ces forces, on peut effectivement aller beaucoup plus loin et essayer de résoudre les problèmes les plus importants qui se posent. C'est justement ça. Donc, la culture en Haïti devrait être une priorité. Vous avez un patrimoine extraordinaire qui devrait être valorisé. Vous imaginez par exemple les circuits que l'on pourrait créer autour des batailles qui ont été livrées pendant la période de la guerre de l'indépendance. Tout le monde au niveau international est intéressé à cela. Il n'y a pas de valorisation. Oh, absolument pas. Même par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé à Vertières l'autre jour, sur la question du drapeau. Comment quelqu'un peut hisser un drapeau sur un des monuments les plus importants du pays et il n'y avait personne. Ça veut dire qu'on se souvient de Vertières un jour par an. Alors qu'en fait, le patrimoine doit être maintenu, doit être préservé, doit être enrichi et doit être partie prenante de l'actualité et des décisions qui sont prises par les acteurs. Parce qu'au-delà d'être un symbole, ça peut être aussi un vecteur économique extraordinaire. Très important. Par exemple, quand vous avez la citadelle comme patrimoine, la citadelle devrait être valorisée. C'est la construction la plus importante au niveau de la Caraïbe. Tout enfant qui se respecte au niveau de la Caraïbe devrait avoir visité la citadelle une fois dans sa vie. Mais si vous ne le valorisez pas, si vous ne créez pas tout un environnement qui permet de valoriser ce parc historique, ça tombe dans l'oubli. Et très souvent, on est en train de perdre des éléments de patrimoine qui devraient être valorisés. On a retourné dans le budget, et spécifiquement avec des chiffres, même nous allons par secteur. Secteur économique, 57 milliards de gourdes, 36,6 milliards pour le social, tu as parlé d'éducation avec santé qui garantit augmentation, 25,5 milliards pour le secteur de la politique, 2,7 milliards pour la culture, au fait que tu as parlé de ça. Et pour la politique, ça m'intéresse, le secteur de la politique. Primature, 2,2 milliards. Présidence, 1,57 milliards. Judiciaire, 1,8 milliard. Parlement, 5,8 milliards. Pour les députés, 3,54 milliards de gourdes et 2,26 milliards de gourdes pour les sénateurs. Mais pour budget député, chambre députée particulièrement, on parlait de 30 millions de gourdes d'investissement. Ça a intéressé, je m'appelé budget. Le Parlement peut-il avoir un budget d'investissement?
Oui, mais il faudrait qu'on nous explique quels sont ces investissements. Et en fait, on s'attendait, compte tenu des scandales qui ont animé l'opinion au cours des derniers mois. Vous voyez qui monte dans la tête, pas de madame, c'est ça, un championnat de football, Parlement a organisé. Ah, oui, donc. Pour les filles, c'est vrai. Les citoyens s'attendaient à une réduction beaucoup plus importante du budget du Parlement. Et c'est tout à fait inacceptable que ces ressources soient utilisées très souvent dans le cadre d'une logique clientéliste, très souvent dans le cadre d'une logique de distribuer des fonds pour fidéliser des clients. Et ceci n'a absolument rien à voir avec le développement national. Client électoral ou d'autres natures. Donc, et évidemment, ceci participe à tout un jeu malsain de corruption, n'est-ce pas, où on utilise des fonds publics à des fins personnelles ou bien à des fins pour renforcer le pouvoir d'un clan politique particulier. Et ça, c'est tout à fait scandaleux. Donc, on s'attendait à une réduction beaucoup plus importante. D'ailleurs, les parlementaires eux-mêmes, face au scandale qui était révélé, disaient qu'ils allaient réduire le budget. Mais ils vont pouvoir le faire. Ça n'a pas été fait, effectivement. Il y a une réduction. Ils vont pouvoir le faire cette fois. Parce que le budget a déposé, ils vont voter. Oui. Et c'est ça notre question. Au regard des chiffres, au regard de la rationalisation nécessaire, par rapport d'abord au manque de ressources, par rapport à la ventilation qu'il faut pour permettre justement que l'agence a joindre le monde qui contribue pour permettre l'argent d'exister. Est-ce que les rivets sont véritablement, mais justement par rapport au Parlement, 5,8 milliards? Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent compte tenu de la taille de l'économie nationale. Et on avait eu le scandale au niveau du budget précédent où le budget du Parlement était supérieur au budget de la santé publique. Vous voyez, donc quelques personnes absorbent des crédits plus importants que ce qui est destiné à 11 millions d'habitants pour leur santé. Donc, c'est très grave. Donc, ça pose problème de la logique des allocations. Et très souvent, c'est une logique aberrante. C'est une logique qui correspond à une vision où il y a toute une volonté prédatrice sur les ressources de l'État sans considérer les besoins de la population. Comment expliquer, par exemple, que vous avez au niveau de l'Université d'État d'Haïti, n'est-ce pas, près de 30 000 étudiants au niveau de l'Université d'État d'Haïti, vous avez un budget de 2,2 milliards, presque comparable au budget de la présidence et inférieur au budget du Parlement. Donc, ce sont des irrationalités et, en fait, qui correspondent au type d'État que nous avons, parce que nous avons justement un type d'État qui est en divorce avec la nation, qui ne se préoccupe pas des objectifs réels, qui ne se préoccupe pas des conditions de vie réelles de la population. Et aujourd'hui, nous avons une situation tout à fait dramatique où la population a vécu 4 chocs importants. La détérioration de la gourde, qui a perdu près de 67 à 68% de sa valeur en 3 ans. Vous avez une inflation autour de 14-15% pendant les 36 derniers mois, donc une inflation continue. Vous avez le blocage du salaire minimum et vous avez la maladroite tentative de dédollarisation qui a été faite en mars, qui a conduit encore à augmenter la pression sur les prix des produits de base. Donc, c'est une population qui est en train de vivre les conséquences dramatiques de 4 chocs. Et ce sont des chocs qui se sont produits dans un temps relativement court. Donc, face à cela, il faut des mesures qui permettent à la population, pour le moins, de récupérer son pouvoir d'achat et d'avoir au moins la possibilité de manger 3 fois par jour. Et aujourd'hui, les calculs montrent que la quantité de gens qui sont au niveau du stress alimentaire, donc ça va au-delà de l'insécurité alimentaire, ça veut dire des gens qui ne peuvent pas s'alimenter, le volume augmentera au cours des 6 prochains mois. Donc, ce sont des situations absolument inacceptables et qui devraient être la préoccupation fondamentale au niveau de la planification budgétaire. On continue à regarder les dépenses. On parle de autres interventions publiques qui est de l'ordre de 14,45 milliards de gourdes. Ou même quand les budgets longtemps, et moi, ma peine paraît, et me fait développer une grande compréhension plus ou moins acceptable de qui sont budgétés et ventilation comment ils fait. On parle de haute intervention publique. Qui ça oui? Bon, c'est une espèce d'enveloppe où on met beaucoup de choses. Non, parce que c'est 14,15 milliards de gouttes. Même avec qu'on est comme ça, c'est beaucoup d'argent. Autre intervention publique, ça, qui ça oui, véritablement? C'est pas très clair et
c'est un peu, ça nous rappelle la pratique qui existait auparavant avec la régie du tabac. Ça veut dire qu'on avait des budgets fiscalisés clairement et tout des ressources qui étaient en dehors du budget, qui étaient gérées à part. Donc, effectivement, il y a une espèce de boîte noire au niveau de ce qu'on appelle des autres interventions. Et il faudrait aller fouiller pour voir un peu plus de quoi il s'agit. Mais c'est effectivement quelque chose qui n'est pas acceptable compte tenu de ce volume important de ressources budgétaires qui est consacré. Je suis d'accord avec vous, professeur Chalmers, et permettez-moi de dire ça, parce que 14,15 milliards de gourdes, c'est juste 14,45 milliards de gourdes pour haute intervention publique. Et je suis d'accord que n'importe qui n'a pas dit ça, mais quelque part, débat qu'on fait déjà, et gouvernants, même si ce n'est pas le monde qui l'a, qu'on est habitué à des justificatifs, haute intervention publique, ça. On nous dit qu'on fait non logique de spéculation, au moins. Qui ça, haute intervention publique, tu as représenté? Et que vous ne pouvez pas écrire précisément dans le budget. Alors, dans le budget, ça, il y a une liste. Il y a une liste d'actions. Et si on regarde le document, tu vas voir, il y a c'est ça, même aussi pour au moins, tu as regardé pour moi. Et pas changer exactement ça, tu mettre là-dedans. De toute façon, il y a une liste, au moins pour une partie. Pour une partie là-dedans, il y a une liste. Mais de toute façon, c'est effectivement quelque chose qui donne une marge de manœuvre au niveau de l'État qui, à notre avis, devrait être réduite de façon importante et même supprimée. Surtout dans un pays qui fait face à une situation extrêmement difficile où justement la population est en train de sombrer dans la paupérisation et des situations même de famine. Donc, ce n'est pas acceptable effectivement que tout ce volume important de ressources soit consacré à une espèce de boîte noire où on ne sait pas effectivement comment seront utilisés ces crédits. Okay. Mais on quitte, on fait quitter, on va dire côté d'intervention publique. On peut aller regarder l'investissement et particulièrement, même avant investissement, il y a de l'autre l'argent. Il faut dire ça spécifiquement, budget ça aller consacré pour eux, notamment les élections. Et m'a évoqué chiffre de répartition. Il parlait de 720 milliards de gourdes, 20 millions pardon, de gourdes destinées aux partis politiques et il y a 4,3 milliards pour l'autre organisme indépendant, je ne sais pas si c'est organisme dans la société civile, que l'État peut soutenir, etc. Mais répartition, ça, 3,3 milliards de dollars sur 172,8 pour élection en particulier. Et pas gagné, et là, soulever en maximisation de dépenses pour élection notamment. Et effectivement, donc ça c'est une nouveauté parce que dans les budgets antérieurs, et le processus électoral a plus dépend de financement externe. Et depuis le gouvernement de Prévert, c'est les ressources du Trésor qui financent les élections. Donc, normalement, c'est une bonne chose que les ressources du Trésor public financent les élections. Maintenant, il faudrait dimensionner ces dépenses et s'assurer qu'effectivement, ce sont des dépenses qui correspondent aux objectifs d'élections véritablement démocratiques et transparentes. On est très loin de là. Parce que ce qu'on constate, c'est au contraire une marche où on recule, en fait, puisque nous avons une crise de légitimité au niveau de l'appareil électoral et qui se traduit par une abstention massive où un président de la République est élu avec un pourcentage très faible de l'électorat. Donc il faudrait qu'effectivement ce soit un investissement réel qui permette de renforcer les institutions haïtiennes, mais pas un investissement pour faire fonctionner un appareil et qui ne donne pas effectivement les résultats attendus par la nation et qui est de plus en plus boudé par le pays. Donc là, il faudrait repenser complètement le budget des élections et s'assurer qu'effectivement, ce sont des élections qui se déroulent dans une ambiance effectivement ouverte, participative, transparente. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et dans la mesure où justement, on a l'impression que tout est fait pour que l'exercice électoral et l'appareil électoral soient contrôlé par un secteur politique et un clan politique. Mais on a cherché bonne nouvelle jusqu'à présent, beaucoup te rejoindre. On parle depuis on parle d'investissement dans le budget, on commence à ranger corps parce qu'on connaît quelque part, ça va donner, s'il bien dépensé, si l'investissement est bien fait, et gagner une réponse qu'on capable gagner un impact qu'on est capable de ressentir sur le moyen terme et de toute façon. On parle de l'augmentation de 45% du budget alloué à l'investissement, soit 15% du budget. Qui ça dit?
Oui, donc effectivement, d'abord, il faut comparer aux dépenses de fonctionnement et qui ont une croissance plus importante. Et il faudrait aller voir effectivement, quand on parle d'investissement, de quoi il s'agit. Hein? Et parce que là, par exemple, on a beaucoup d'argent au niveau du ministère des Travaux publics. Donc, il faudrait que les investissements au niveau des infrastructures soient effectivement pensés dans un cadre et une vision globale. Parce que, et très souvent, quand on parle d'infrastructure, les gens ont tendance à se réduire à la question de construction de routes, alors que ce n'est pas ça du tout. L'infrastructure, c'est beaucoup plus important que ça. Et on parle de système d'irrigation, on parle de port, on parle d'aéroport, on parle de intercommunication entre les différents bassins productifs, etc. Donc, il faudrait avoir une vision de construction et de mise en place d'infrastructures qui dépasse la vision étroite qui est très souvent dominée par les agences internationales, parce que c'est une occasion de donner des contrats à des grandes firmes multinationales, n'est-ce pas, pour la construction de routes, et qui permet à ce que cet argent soit dévié vers d'autres intérêts et qui ne donnent pas effectivement des résultats intéressants pour la population. Parce que ce sont des infrastructures qui doivent être maintenues, qui doivent être entretenues très souvent. Et si vous regardez par exemple le fonds d'entretien routier national, a des crédits tout à fait ridicules. Donc et là encore, et quand on parle d'infrastructure, il faudrait avoir un concept plus ample qui permette par exemple de voir le cabotage, les échanges de marchandises entre les différentes régions du pays. Avant l'occupation américaine, se faisait à travers la mer. Mais vrai, combien de ports nous visés et construits dans les 2-3 prochaines années? Parce que là, secteur ça, c'est peut-être un secteur qui est moins exploité. Tout à fait. Et non seulement par rapport au transport, mais par rapport aussi à la pêche. On pas vraiment gagné on élan vers le secteur ça. Ça a l'impression que l'argent là, potentiel économique là, mais c'est nous pas décidé de mobiliser, on a planifié l'intervention de l'État. Tout à fait. Vous avez plus de 1500 km de côte et on a une société qui n'utilise presque pas. Parce que non seulement vous avez un territoire marin qui n'est pas utilisé, vous avez des dizaines de milliers de pêcheurs aguerris, expérimentés, mais qui n'ont pas les moyens d'aller en haute mer. Et un pays comme Haïti est obligé d'importer des poissons, d'importer des fruits de mer, alors qu'on a un potentiel énorme quand on est capable de maximiser la question et on est capable de faire vraiment une utilisation de ressources halieutiques beaucoup plus intelligentes que ça qu'a fait aujourd'hui. Donc, alors, le cabotage qui existait avant l'occupation américaine a été pratiquement détruit parce que les Américains ont dit bateau ça a transporté des armes cargo, donc ils ont tout centralisé à Port-au-Prince et ils ont éliminé une grande partie de la flotte maritime qu'on avait. Ils ont même pris des décisions, des décrets pour dire que le monde n'a pas le droit de construire bateau en bois en Haïti encore. Donc, quand on voit le territoire national, il est évident que si on marchandise qui a sorti Jérémy qui peut aller dans le nord, il est beaucoup plus intéressant que le passer dans la mer, que le passer Port-au-Prince, que le contribuer à craser les routes nous gagnons avant d'arriver dans le nord. Ça prend beaucoup plus de temps, il y a beaucoup plus de dépenses de carburant, etc. Donc, la logique même de notre territoire exigerait qu'il y ait des investissements qui tiennent compte de l'exploitation de la répartition de la population sur le territoire, n'est-ce pas? Par exemple, si vous avez la frontière aussi, c'est une zone stratégique. Il faudrait qu'il y ait des investissements au niveau de la frontière dans la relation avec la République dominicaine, pour essayer d'inverser la relation de dépendance que nous avons avec la République dominicaine. Donc là, encore une fois, c'est la même chose, une logique, on parle d'investissement, on parle d'infrastructures, mais qui sont complètement déconnectés des besoins du pays et qui n'ont aucun impact réel sur la vie nationale. Et ce qui explique que nous sommes dans une dégradation permanente et qui a tendance à s'accélérer. Pour me retourner, en tout cas, c'est sur l'espace maritime qui est totalement sous-exploité. Je suis campé la mer à la caille, les organes avant hier, et puis je me dis, mais ça qui passe, au lieu que je fais 1 heure de temps, 2 heures de temps, les gens blocus, 3 heures de temps même, les gens fait 5 heures de temps dépendamment de l'heure pour quitter les organes à 30 km de Port-au-Prince pour arriver. 15 minutes suffisent si je passe par la mer. Il y a des infrastructures, il y a des moyens de transport qui sont capables de faire. Donc 15 minutes de côte et les organes à Port-au-Prince pour le transport. Là, sur le plan économique, ça représente aussi quelque chose. En termes de dépenses, en termes d'énergie, pour Mounio, est capable
arriver dans le travail ou à l'heure, tout ça a des rapports avec créer une dynamique économique et intéressante dans le pays, mais il n'est pas fait. Donc, pour me retourner à la question que je me dit tout à l'heure, un budget peut être l'expression d'une vision, mais aussi d'une absence de vision. Oui, alors, exemple Kobalan, tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, il y a des gens qui étaient même proposés. Il y a un projet qui avait été élaboré de, de transport direct, c'est pas du bicentenaire vers Carrefour et du bicentenaire vers Léogane, qui permettrait effectivement d'éviter la situation intenable que nous avons sur cette route. Donc, c'est la même chose, c'est que c'est l'État qui a planifié sans que le pas tenu compte de qui ça paye hier réellement. Sur l'État qui a planifié, quand il pas même connaît côté population hier. Par exemple, si tu prends l'exemple de Port-au-Prince, Port-au-Prince est passé de 700 hectares à 40 000 hectares. Mais sous 40 000 hectares là, l'État pas connaît ce qui a passé. Donc c'est de zones que l'État pas même connaît qui construction qui a fait, si il y a construction, si il y a route, si il y a transport en commun. Donc c'est un État qui ne s'intéresse pas à la population et qui fonctionne très souvent pour petits groupes, quelques familles, donc c'est l'État oligarchique, et puis qui a obéi à FMI, et puis FMI dit augmenter gaz, quelle que soit la situation objective que nous avons. Donc vous avez un État qui travaille pour l'impérialisme et qui travaille pour quelques familles haïtiennes. Le reste n'a aucune importance. Que ce soit le territoire, que ce soit les besoins de la population. Nous avons exemple, crise environnementale, déforestation accélérée, côté capital boisé, presque à l'ENET. Et pour qu'on ministère de l'Environnement qui n'a même pas un budget, 1% du budget national. Qui ça a fait protéger Tissa Crétéen? On sait que c'est prioritaire et le budget de la présidence, par exemple, apparemment plus que lui. Mais bien sûr, longtemps. Mais là, donc c'est un État qui est déconnecté complètement et qui ne s'intéresse pas à la population, qui ne s'intéresse pas au pays, qui ne s'intéresse pas au développement national. Et c'est pour ça que, en fait, on n'a pas capable de des budgets qui est intéressant à partir qu'il y a des changements importants dans le rapport de force qui existait sous scène politique haïtienne. On fenêtre rapidement par rapport à rapport Saouli entre action gouvernement et intérêt international et classe affaires ou bien bourgeoisie, Jean Vléry là. C'est on bagaille voulu ou c'est sous contrainte selon l'analyse? C'est les deux. C'est les deux. Ça veut dire que depuis 1915, ils ont mis en place des mécanismes pour contrôler l'action stratégique de l'État. Hein? Donc, ils ont été mis de façon très directe avec la Convention haïtiano-américaine de septembre 1915. Côté, par exemple, dans la Convention, ça a été dit que même si le Parlement vote un bagage, tout autant pas passer par l'ambassade américaine, il n'est pas qu'à appliquer. Tu vois, des choses aussi grossières. Que l'État ne pas qu'à signer un accord avec l'autre État sans que le pas approuvé par l'ambassade américaine. Mais donc, même après l'occupation, il y a des mécanismes qui continuaient. Des mécanismes de domination, ça fait que nous parlons de 103 ans d'occupation américaine. Donc, il y a tout un ensemble de mécanismes institutionnels qui permettent de contrôler les décisions stratégiques, les choix stratégiques. Et par exemple, pour le budget, et non seulement il y a le budget, mais il faudrait avoir des annexes. Parce que le budget est accompagné d'un ensemble d'accords, par exemple avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale, avec BID, qui très souvent la population ne connaît pas. Et très souvent, le choix qui fait dans le budget, c'est à cause de l'accord. Donc, il y a une dépendance qui est devenue une tutelle depuis l'occupation de la MINUSTA, n'est-ce pas? Qui fait que vous avez un carcan, un corset qui fait que action et choix, très souvent, ils ont décidé ailleurs par des acteurs externes. Ça, c'est mon premier élément. Mon deuxième élément, c'est qu'on a une classe politique qui est à l'aise avec ça, qui n'a aucun problème pour les exécutants des ordres du Fonds monétaire international, même le lot, ça n'a pas aucune logique, et qui est complètement entré en contradiction avec la réalité qui se vit au jour le jour. Donc, vous gagnez un clic une classe politique qui lui-même, ça qui intéresse, c'est la chasse aux privilèges, la chasse au poste, pour capabilité dans des cas où tu as payé $8 000 américains par mois, etc. Mais qui ne s'intéresse pas du tout à la population, qui baille dos à la population. Donc, son comportement de nouveau colon, en fait. C'est pratiquement remplacer les chefs de plantation français qui ont dû partir en 1804, n'est-ce pas? Et continuer leur vision, continuer leur domination, leur prédation, et qui conduit finalement à une destruction progressive de la nation. Donc, nous avons un double problème. Un problème de chape de plomb que l'impérialisme a imposé, mais il y a aussi l'adhésion et la passivité, la soumission honteuse
des dirigeants politiques haïtiens par rapport à Chap de Plans. De la nécessité d'une nouvelle révolution, on en parlera à une Absolument, autre émission. absolument. Mais permettez-moi rapidement toucher ça qui a un rapport avec dette là avec vous, et qui sont intérêts particuliers pour vous, qui est Oui, la tout question à de fait. la dette. 21,5 milliards de gourdes pour la dette. Justement, qu'il y a avec la question que je posée tout à l'heure. Et c'est incontournable de payer une dette dans les conditions qui ont été préétablies à élaborer en budget. Il n'y a pas de possibilité de renégociation. Très certainement, très certainement. D'ailleurs, notre dette là, il y a une dette interne, il y a une dette externe. Et dette externe, c'est essentiellement Petro-Caribé. Et Venezuela. Oui, c'est Venezuela. C'est une dette bilatérale envers le Venezuela. Et tout le monde connaît dans quelles conditions que ça a fait. Il y a pile d'informations qui est disponible sur le scandale d'utilisation foncière. Donc, il est absolument inacceptable, et même qu'à dire criminel, que je dis, c'est la population qui a payé une dette, alors que comme ça, très souvent, elle atterrit dans des comptes en banque en Suisse et qui ne pas régler rien pour payer en même Je genre. carrément reprendre ça pour moi, parce que nous avons un contexte tout de demande de compte autour de l'argent Petro-Caribé. Vous voulez dire, mon cap regardé nous là, que nous commençons à payer comme Petro-Caribé véritablement, et ceci à travers le budget ça lui-même, Absolument. qui de l'ordre de 21,5 milliards, et puis il comme ça à payer, c'est pour Venezuela. Tout à fait, tout à fait. Il est clair que nous commençons à payer un bagage que nous pas consommer et qui pas utilisé dans le pays. Donc ça, c'est un scandale. C'est absolument inacceptable. Et il faudrait effectivement que ait au moins un moratoire pour dire Venezuela n'a pas suspendu de payer en attendant que nous fassions nous éclaircis effectivement qui côté comme ça atterrit. Même la population a demandé qui côté comme Petro-Caribéen et nous-mêmes nous appuyer mobilisation ça. Nous pensons que c'est extrêmement important parce que ce sont fenêtres qui permettent d'ouvrir tout un ensemble de questions fondamentales sur l'État haïtien. Tout à l'heure, on dit nous avons dit Venezuela, nous avons camper sur le pays d'être là en attendant de nous joindre côté comme l'an passé. J'ai envie de comprendre, sans qu'on ait une déclaration ambassadeur vénézuélien, elle te dit comme l'a bien dépensé. C'est parce que de toute façon, il faut nous payer, s'il dit le mal dépensé, donc là, nous pouvons fenêtre pour nous pas payer ou bien pour nous pas payer. Donc, jeudi là, nous commençons à payer comme Petro-Caribé et l'ambassadeur a dit non, pour lui, dépendamment de ça, l'analyse sur le terrain, lui comme l'a bien dépensé. Donc, qui moyen imposé à Venezuela en possibilité que nous renégocions le paiement d'être là? Non, je pense que alors, il faut souligner que l'accord Petro-Caribéen, c'est un accord intéressant pour le pays, qui t'a offert des conditions exceptionnelles que ne pas joindre du tout dans notre coopération avec des instruments multilatéraux. Babi moustache, ah oui, absolument, ça extraordinaire. C'est pour la première fois que l'État haïtien a gagné autant de liquidités dans le domaine sans contrainte. Et des liquidités que l'État a investi dans des choses fondamentales, ne serait-ce par exemple pour que le pays ait des dépôts autonomes de produits pétroliers, au lieu qu'il y ait des dépôts qui menacent la vie de la population monde matissant, par exemple. Donc, en fait, il faudrait que le projet ça, comme ça, soit utilisé effectivement, non seulement dans la question d'investissement social, mais tout dans la question d'investissement infrastructurel qui est permettre que je dise non l'autre situation. Même par exemple par rapport à la question de la souveraineté énergétique. Parce que dans le Caraïbe blanc, il y a pile pays, au Cuba, au Jamaïque, même République dominicaine, tout, qui investissent une grande partie comme ça pour créer des capacités autonomes de génération d'énergie et qui fait que beaucoup moins dépendant d'importation de pétrole aujourd'hui. Donc, nous avons dit qu'effectivement, son crime contre le pays, son crime contre le développement national, et qu'il y a pile impact. Et je dis, il a aggravé le crime ça, là qu'il a pesé sur la population avec des taxes nouvelles, etc., pour forcer le pays comme ça. Nous trouver que c'est effectivement une situation qui est inacceptable. Et nous-mêmes, nous devons dire que nous ne pouvons pas payer comme ça. Venezuela dans une situation difficile, besoin d'argent, professeur. Et où son corps doué, de vous doué, pas d'excuse, c'est payer des taux. Non seulement payer en difficulté pour lui-même, lui besoin d'argent pour lui la population de service, ou même ou doué comme là, et apparemment pas faire rien avec lui. Donc, qui excuse vous pour dire Venezuela, qui mécanisme, qui parole au Cabaye Venezuela pour dire le pas payer comme ça? Non, alors effectivement. C'est de la grande diplomatie, il faut avoir un argument. Oui, alors, dette, il y a un concept très important, que les dettes odieuses. C'est-à-dire que dette là, il faut regarder dans quelles conditions on prend dette là. Et même les États-Unis ont appliqué le concept de la dette odieuse par rapport à Cuba. Le Cuba prend l'indépendance. Et puis l'Espagne dit Cuba ou doué mon paquet de corps, il faut payer.
Et ce juriste américain dit dans quelles conditions de dette ça a été contracté. Cuba est une colonie. Si je dis si on a un accord de prêt à avoir et que le map si encore mettons un revolver sous tympan, est-ce qu'on doit payer dette ça? Ça veut dire qu'il faut voir quelles sont les conditions qui ont existé au moment où l'accord a été signé. Et si c'est des conditions côté que tu as des rapports de force, des rapports de domination, des rapports côté que l'acteur n'a pas de capacité pour le choisir véritablement, on peut toujours remettre en question cette dette. Donc avec le Venezuela, je pensais qu'il y a des discussions possibles. Je pensais que c'est un gouvernement qui est ouvert, qui n'a pas oublié que Chavez, c'était une priorité, c'était collaboration avec Haïti. D'ailleurs, Chavez estimait que le Venezuela a une dette historique par rapport à Haïti. Donc il y a beaucoup de possibilités de dialogue, de façon à ce que ils prennent conscience de ce qui s'est passé, hein, et que justement, ils redéfinissent la coopération sur d'autres bases. Et nous pensons que ils doivent contribuer tout à aider la population à faire lumière sur ce qui s'est passé avec Petro-Caribéen. Parce qu'il y a des informations, tout, même au niveau du gouvernement de Venezuela. Et nous-mêmes, nous pensons que faire la lumière sur la question Petro-Caribéen, c'est un point essentiel pour nous capables non seulement de combattre la corruption, ça sont éléments, mais parce que ce qui est plus important, c'est changer la culture administrative. Là. Éliminer tout ça que tu fait combat et comme ça c'est possible. Comment faire que nous ayons toutes les ressources à nous amener et puis, ils n'ont pas utilisé effectivement au niveau de priorité nationale. Donc, c'est vraiment revoir les procédures, revoir la culture administrative, revoir par exemple la culture de la planification. Par exemple, un rapport Cour des comptes fait sur l'utilisation Petro-Caribé qui était montré que y a une grande partie de blanc qui est absorbée par des entreprises étrangères. Donc, il faut revoir tout cela et remettre à plat tout cela et que effectivement la population gagne accès à une information complète qui permettent que justement nous redéfinir le rapport et que nous essayions d'empêcher qu'un scandale comme ça soit reproduit. C'est ça qui fait que nous-mêmes au niveau PAPDA, nous parlons de audit citoyen. C'est-à-dire que les citoyens ont droit, ils ont droit pour connaître ce qui s'est passé. Et en tant que peuple, il faut que nous prenions des mesures pour que il y ait une réparation qui baille, que le COB qui a retourné dans le trésor public, retourne, que il y ait des sanctions qui prennent par rapport à tout le monde qui était responsable de crime contre le pays. Et en même temps, nous faisons tout un ensemble de changements au niveau des procédures de fiscalité publique qui empêchaient qu'on baille comme ça qu'à reproduire. On n'est pas sorti de l'auberge, on est peut-être très loin, puisque déjà dans notre dynamique semaine ça, que pas plus tard que matin, on n'a pas appris que en pile responsable au niveau de l'État, directeur général et autres, refusé de compte d'information. Et on apprend aussi que demain, les Petro-Challengers seront devant la Cour des comptes, et ceci 2 jours suivis. Et dernière petite question, professeur, qu'on va répondre dans 30 secondes, parce que déjà fini. 2,8 milliards de taux de croissance prévus par rapport au budget, 14,7% d'inflation en termes de prévision. Et pour un budget comme ça, il m'a posé question en introduction maintenant, deviendra-t-on plus pauvre en 2019 à pareille heure? Et selon l'analyse au produit là, presque certainement, sinon miracle. Et pour me retourner à la question centrale de l'émission maintenant, un budget comme ça, Jean le ventilé, est-ce que parlementaires qui ont déjà prévu la possibilité de réduire un budget et autres, et qui c'est des représentants du peuple par rapport à l'obligation de contrôle gagné sous action exécutive là, qui proposait au budget ça, et au regard de l'intérêt que vous êtes capable de gagner dans les prochaines élections en octobre 2019, tu as doué voter un budget comme ça? Bon, nous pensons que c'est un très mauvais budget. C'est un budget qui montrait que nous pas apprendre rien, non seulement de la grande mobilisation populaire, on a dénoncé le budget criminel, mais que pas apprendre rien du cycle de mobilisation que nous avons vécu depuis juillet, 6-7 juillet, en passant par le 17 octobre. Et donc, c'est un budget qui inscrit dans la continuité des mauvais choix, de mauvaises politiques, et la continuité, on a dit, des choix cyniques qui sont faits dans une situation d'extrême pauvreté, dans une situation de difficulté, côté majorité de la population vivent des conditions extrêmes de pauvreté. Et il est clair que, je dis, son budget doit être rejeté. Même si nous-mêmes, nous pessimistes, parce que nous pensons que le Parlement gagnait tout un accord politique avec l'exécutif. Et probablement, il pourrait approuver le budget, même si il a approuvé le budget 17-18 ans, qui était absolument inacceptable et qui était absolument un budget antipopulaire et contre la nation. Donc, probablement, il ne peut pas l'adopter, mais c'est pour encore une fois une nouvelle orientation qui pourra aggraver la crise
que nous vivons là, crise politique là, et crise sociétale que nous vivons depuis longtemps. Donc, nous-mêmes, nous pensons qu'effectivement, si il aurait été comme ça, probablement, le n'a fait l'émission en décembre 2019, n'a pas que la situation est toujours grave, intenable, et peut-être même que n'a pas une situation côté que pauvreté population aggravée et prévision de taux de croissance irréaliste. Hein? Et très souvent, par exemple, nous, chaque année, on prévoit 3%, 3,5%, et puis après ça, c'était 1,4%. Même j'avais dit au côté, c'était 1,4%. Donc probablement, nous ne sommes pas capables de gagner 2,8% de taux de croissance. Et surtout que nous avons un environnement au niveau Caraïbes et Amérique latine, côté taux de croissance relativement faible, hein, côté qu'on prévoit des taux de croissance qui puis petit passe de 2% au niveau de la région. Donc Haïti n'a pas réuni les conditions pour dynamiser la croissance parce qu'il y a des politiques néolibérales, anti-croissance, des politiques qui ne sont pas capables de dynamiser le potentiel productif que le pays a gagné. Et on dynamique côté que le dollar continue à tirer goût de là vers le bas. Professeur Chalmers, merci parce que tu es disponible pour l'émission. C'est un plaisir pour nous te gagner avec nous. C'est un grand plaisir et nous sommes tout à fait disponibles pour nous capables d'approfondir la question. Parce que là, nous faisons un coup d'œil général, global, mais il est important que nous soyons capables d'approfondir qui sont budgets, hein, regarder qui est la planification budgétaire comme exigence, et après ça, nous allons rentrer dans le budget, nous disséquer pour nous montrer faiblesse, incohérence, et le fait qu'il n'y a pas un budget de développement, il n'y a pas un budget qui est capable de stimuler la croissance, et il n'y a pas un budget non plus qui répond à la priorité nationale. Le coordonnateur de la PAPDA, professeur Chalmers, économiste, notre invité pour ce numéro de l'invité du midi. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. On vous retrouve demain pour le prochain numéro. Restez sur la chaîne 22, c'est la meilleure. Au revoir.